compositions de Harry Partch font aussi peu de concessions aux pratiques consacrées. Il a rompu avec la convention de l'échelle chromatique sur laquelle est bâtie la musique occidentale pour introduire des octaves de 42 sons au lieu de 12. Comme nous l'avons vu précédemment, cette innovation a exigé beaucoup d'autres changements dans la conception des instruments, dans la formation des musiciens et dans le système de notation. Harry Partch, comme John Cage, sont restés fidèles, malgré tout, à de nombreuses conventions du monde de la musique. La durée de leurs œuvres permet de les insérer dans des programmes de concerts normaux. Tous deux ont fait connaître leur travail par des concerts et des enregistrements. Leur public achète des billets, fait la queue devant la salle à l'heure dite et s'assoit pour écouter les musiciens en silence. Les activités des francs-tireurs restent donc orientées vers le monde de l'art canonique. Ils changent certaines conventions et acceptent les autres de manière plus ou moins automatique. L'œuvre de ces innovateurs est souvent incorporée dans le patrimoine historique du monde de l'art établi, où on leur reconnaît le mérite d'aider à sauver l'art de la routine. L'habitude aidant, leurs innovations nous semblent plus supportables. Si elles sont relativement faciles à assimiler, c'est parce qu'elles cadrent avec toutes les autres conventions. Les francs-tireurs s'adressent aux mêmes fournisseurs que les artistes plus orthodoxes, mais ils leur demandent des choses nouvelles, de même qu'au personnel de renfort. Ils recherchent le soutien et la faveur du public auquel s'adressent les artistes plus conventionnels, bien que la nouveauté de ces œuvres inhabituelles exige un plus grand effort d'attention. Tous ces points communs entre le travail des francs-tireurs et celui des artistes de type conventionnel nous montrent que la qualité de franc-tireur ne tient pas tant à la nature de l'œuvre qu'à ses relations avec le monde de l'art conventionnel. Le franc-tireur choisit de produire des œuvres si difficiles à assimiler que le monde de l'art rejette le défi. Et si le monde de l'art s'adapte, l'artiste en question n'est plus un franc-tireur, puisque le système de convention englobe désormais tous les aspects de son travail. C'est parce que le franc-tireur finit par être assimilé, et non pas seulement parce que la réalité nous offre un large éventail de situations intermédiaires. Il est impossible de tracer une ligne de démarcation bien nette entre le professionnel intégré qui innove et l'artiste franc-tireur. Les œuvres des professionnels intégrés ne sont pas toutes estimées très haut. De même, très peu de francs-tireurs s'attirent le respect du monde de l'art avec lequel ils ont pris leur distance. À dire vrai, le monde de l'art ignore généralement jusqu'à l'existence de la plupart des francs-tireurs. Ceux-ci restent des personnages singuliers dont les œuvres peuvent de temps à autre être exhumées par quelques spécialistes ou antiquaires intéressés ou stimuler aussi l'imagination de professionnels novateurs. Ainsi, de Conlon Nancarrow, qui crée des musiques pour piano mécanique en travaillant directement sur les bandes perforées, cette méthode lui permet de produire des effets impossibles à obtenir avec un piano, notamment les glissandos, et il s'en sert pour créer une musique que des connaisseurs trouvent attachante. Mais le travail novateur de Nancarrow appelle des modifications considérables dans les rapports entre interprètes et compositeurs et ne peut donc s'adapter à l'organisation traditionnelle des activités musicales. Aussi n'a-t-il connu qu'un vague succès d'estime. Les musiciens orthodoxes qui n'ignorent pas totalement son œuvre la considèrent comme une curiosité sans aucune portée pratique, même si d'autres francs-tireurs la jugent très importante. Si pour éclairer la situation des francs-tireurs, j'ai pris mes exemples dans le domaine de la musique, c'est parce que la complexité des modes de coopération y donne un relief particulier à la dynamique de ce phénomène, mais on retrouverait le même type de relation ambivalente entre les francs-tireurs et le monde de l'art conventionnel dans n'importe quel autre domaine. De manière générale, nous retiendrons que la majorité des œuvres des francs-tireurs restent ignorées faute d'avoir pu trouver leur place dans le patrimoine historique d'un art et finissent par disparaître sans laisser plus de traces que leurs auteurs. L'art populaire. Quand on chante un joyeux anniversaire tandis que le héros de la fête souffle les bougies, on ne fait pas appel à des musiciens professionnels, peu importe si les convives chantent faux, pourvu qu'ils chantent. Tout individu évoluant dans la même culture saura se débrouiller puisque chacun connaît cette chanson et qu'on n'est pas très exigeant sur l'interprétation. La chanson Joyeux anniversaire correspond à ce que j'entends par art populaire. Ce n'est peut-être pas l'exception la plus courante, classique, mais il ne s'agit pas ici de nous limiter à des vestiges de coutumes autrefois très répandus ou à des objets rustiques. Je veux plutôt évoquer des travaux effectués totalement en dehors des mondes de l'art professionnel par des gens ordinaires dans le cours de leur vie ordinaire. Ces œuvres sont rarement tenues pour de l'art par ceux qui les font ou ceux qui s'en servent.
leur valeur artistique est découverte après coup par des gens étrangers à la communauté où elles ont été produites. Ainsi entendu, l'art populaire est celui qui s'inscrit dans les pratiques courantes de tous les membres d'une communauté, ou du moins de certains de ses segments, définis selon l'âge et le sexe. Les gens savent que quelques-uns d'entre eux obtiennent de meilleurs résultats que les autres, mais ils n'y attachent pas d'importance. Il suffit que les œuvres se prêtent à l'usage prévu. Quand une ménagère fait la cuisine, tant mieux si les repas sont bons, mais il importe avant tout qu'ils soient assez nourrissants et assez réguliers pour permettre à chacun de vaquer à ses autres occupations, au moins dans les familles traditionnelles. La plupart des lycéens apprennent les danses à la mode. Certains font des prouesses, d'autres se débrouillent très mal. Mais ce qui compte, c'est de savoir assez danser pour participer aux activités sociales du groupe. L'artisanat aussi se pratique en dehors des mondes de l'art, et nous l'aborderons au prochain chapitre. Dans les analyses qui suivent, je m'appuierai essentiellement sur l'exemple de la fabrication des kilts. À différentes époques et dans diverses régions de l'Amérique du Nord, les femmes ont confectionné des dessus de lit matelassés en patchwork. Ils servaient à tenir chaud, même si certaines femmes réalisaient des kilts purement décoratifs. Or, ces patchworks se caractérisent souvent par des compositions et des harmonies de couleurs très élaborées, que l'on rapproche aujourd'hui de certaines tendances de la peinture contemporaine. Jonathan Holstein a relevé ainsi une série de convergences. Le travail sur les formes géométriques, caractéristique de l'œuvre de nombreux peintres depuis l'avènement de l'abstraction, des effets optiques, des kilts de type baby blocks, et le travail de Vazzarelli et d'autres peintres qui ont exploité les différents modes de stimulation rétinienne par le rapport des formes et des couleurs, les illusions d'optique et les effets graphiques. La répétition d'images tirées de l'environnement quotidien dans les kilts de type Coffee Cups et dans les séries répétitives d'artistes comme Andy Warhol. Les répétitions de formes géométriques simplifiées à l'extrême que l'on trouve dans le minimalisme. Les variations colorées sur un même thème dans les kilts des Amish et dans les œuvres comme la série Hommage au carré de Joseph Albert. Les effets fondés sur l'interaction de la couleur et de la chaîne géométrique simple dans les kilts de type Rainbow et des peintures comme celle de Kenneth Noland, selon Holstein. L'artiste populaire et l'artiste professionnel ont un point commun. L'un et l'autre produisent leurs œuvres au sein de la communauté très structurée à laquelle ils appartiennent. Les femmes qui confectionnent les kilts n'appartiennent pas à une communauté de travail à vocation artistique, mais à son antithèse même, une communauté locale formée de foyers. Elles réalisent leurs œuvres d'art en tant que membres d'une famille, d'un quartier ou d'un hameau. Leur travail reflète les contraintes et les possibilités propres à cette communauté et non à un monde de l'art. De même, la danse pratiquée par les lycéens appartient au monde social de l'adolescence et reflète ses contraintes et ses possibilités. Les femmes confectionnaient des kilts parce que leur famille en avait besoin pour dormir au chaud. Autrefois, presque tous les foyers américains utilisaient des kilts ainsi que des couvertures tissées à la main, quand ils ne devaient pas se contenter de peaux de bête pour couvrir leur lit. Il est probable que pendant très longtemps, toutes les Américaines, presque, ont confectionné des kilts. Dans de nombreuses régions, la coutume voulait qu'une jeune fille exécute 13 patchwork avant de se fiancer, 12 purement utilitaires réalisés par assemblage et un autre plus grand pour le lit conjugal, en assemblage ou appliqué. Après ses fiançailles, elle doublait et rembourrait les patchwork pour en faire des kilts qui constituaient l'essentiel du trousseau, Holstein. Les femmes qui ne confectionnaient pas de kilts pour leurs usages personnels en fabriquaient à titre charitable. Je reprendrai ici les témoignages recueillis par Patricia Cooper et Norma Bufford dans leur ouvrage consacré à la tradition des kilts dans le sud-ouest des États-Unis. Les citations que je donne dans la suite de ce chapitre proviennent de ces entretiens. Une fois, nous avons fait un kilt pour une veuve qui avait très peu de ressources et pas d'homme à la maison. Quand quelqu'un arrivait pour fonder un foyer ici, les femmes de la communauté lui faisaient un kilt de l'amitié. On réalisait donc des kilts parce qu'on en avait besoin, et par tradition, cette tâche incombait aux femmes. Comme il s'agissait d'une activité collective, on s'y formait en participant normalement à la vie de la communauté. Une femme de 83 ans raconte qu'elle a appris la technique du kilt. Pour ça, maman était extraordinaire. Elle faisait les plus beaux kilts de la région. Tout le monde le savait. Je rêvais depuis toujours de travailler avec elle, et je peux vous dire que je n'oublierai jamais le jour où elle m'a dit « Sarah, tu peux venir avec moi si tu veux. J'étais trop petite pour atteindre le tissu, et si je m'asseyais. Alors, je suis restée debout à côté d'elle. Je plantais mon aiguille, je la tirais par en dessous et je l'appliquais à nouveau pour la faire passer de l'autre côté. Je faisais des points de 10 cm. Papa est rentré à ce moment-là et il a dit «
Florence, cet enfant bousille ton kilt. Tu n'auras plus qu'à tout recommencer ce soir. Maman me fait un sourire et elle a répondu: ces points seront encore là quand le kilt sera usé. Et pendant ce temps, je commençais à faire des points plus petits. Si la plupart des femmes semblent avoir appris aussi simplement avec leur mère, quelques-unes se sont initiées plus tard auprès de femmes de leur âge qui se montraient moins indulgentes que les mères. Je me rappelle une jeune femme, elle venait de se marier et elle avait un bébé. Elle s'est inscrite à notre club, c'était la première fois qu'elle faisait des kilts et je crois bien qu'elle n'a jamais vu personne en faire avant. Ça faisait peut-être 2 ou 3 semaines ou un mois qu'elle était au club quand elle s'est aperçue qu'on traversait toutes les épaisseurs avec l'aiguille. Vous savez quoi? Elle s'appliquait à piquer seulement le dessus. Elle cousait une seule épaisseur, oui, oui. Faut-il être bête tout de même? C'était une brave fille, mais elle n'était pas futée. Je ne savais pas qu'il fallait coudre toute l'épaisseur, qu'elle a dit. On est resté baba, Jerry et les autres aussi. L'apprentissage, plus ou moins pénible selon le cas, va de pair avec l'appartenance à une famille ou à une organisation communautaire. Si la confection des kilts est une activité féminine par tradition, les hommes peuvent parfois y participer aussi. Mon mari m'a parlé de l'époque où il y avait eu la rougeole. Sa mère l'avait occupé avec un kilt, il cousait des bois rouges à intervalles réguliers. Il a dit que c'était son kilt de la rougeole. Il ne serait pas content s'il savait que je vous raconte ça, mais souvent le soir, quand il fait froid et que je suis à ma couture près du feu, il tire sa chaise de l'autre côté et il me découpe des morceaux de tissu. Quelquefois même, il fait un peu de couture. Il faut le voir, ce grand bonhomme avec ses longues jambes et ses pieds tournés en dedans pour tenir le châssis. Les débutantes apprennent les critères de qualité en même temps que la technique. Certains de ces critères, le métier, sont connus et communs à toutes. Maman était très minutieuse dans tout ce qu'elle faisait. Je tiens ça d'elle. Elle était très ordonnée et quand elle avait fini un kilt, c'était comme pour le reste. Rien ne dépassait. Des angles bien carrés, comme quand on fait le lit. Des ourlets impeccables. Vous savez, ce n'était pas difficile de coudre correctement. Et c'était une réelle satisfaction de se maintenir à un bon niveau. D'autres critères d'appréciation des kilts ne font pas forcément l'unanimité. Les couseuses de kilts et leurs familles ont des préférences. Ainsi, un mari devait déclarer: je suis content que Molly vous ait montré ce kilt, mais je ne veux pas qu'elle le vende. C'est la plus belle chose que nous avons jamais possédée dans cette maison. C'est son chef-d'œuvre. On l'a mise tout de suite sur notre lit et puis un jour je lui ai dit de le ranger en lieu sûr. Les triangles dorés commençaient à s'abîmer. Une femme explique: je sors mes kilts pour les grandes occasions ou simplement pour les regarder. Je les mets sur le lit de temps en temps. Bien sûr, je les donnerai aux enfants. Les couseuses de kilts précisent rarement les principes esthétiques qui sous-tendent leur jugement et leur choix. Du reste, elles ne se prétendent pas artistes ni critiques d'art. Mais si on observe les kilts avec la sensibilité d'un connaisseur de la peinture moderne, comme l'a fait Holstein, on discerne tout de suite des correspondances avec les recherches des peintres contemporains. En évoquant leur méthode de travail devant Patricia Cooper et Norma Bufford, certaines femmes donnent l'impression de se forger des séries de problèmes et de solutions, comme celle dont parle George Kubler, dans le cadre de la tradition des kilts. Les kilts présentent en effet des motifs traditionnels, tout en étant codifiés, permettent l'expression du goût et du savoir-faire personnel dans le choix des variantes. Beaucoup de kilts se composent de modules carrés que l'on peut assembler d'innombrables façons pour obtenir des motifs tout à fait différents. Ainsi, le Drunkard's Bats associe des modules carrés qui, assemblés différemment, donnent le mill wheel. Les modules log cabine à rayures concentriques autour d'un carré central avec une opposition de teintes claires et foncées de part et d'autre de la diagonale permettent aussi de composer un grand motif régulier où alternent les bandes obliques claires et foncées, les straight fluoro, ou une infinité d'autres variantes. Certains motifs ont une appellation traditionnelle, d'autres pas. Si on ajoute à toutes ces possibilités les multiples variations de couleurs, il est évident que les couseuses de kilts ont une très grande latitude de choix. Un simple coup d'œil aux illustrations des ouvrages de Jonathan Holstein ou de Patricia Cooper et Norma Bufford prouve qu'elles savent parfois tirer parti de ces ressources pour réaliser des œuvres qui ressemblent bel et bien à des peintures modernes, comme l'affirme Holstein. Or, on peut parier que ces femmes refuseraient de prendre les peintures en question pour du grand art. Comme les artistes dont le travail s'inscrit dans la tradition d'un monde de l'art, les couseuses de kilts utilisent diversement les ressources de leur tradition. Elles obtiennent ainsi des résultats qui, loin de se limiter à la reproduction de modèles, sont aussi personnalisés et originaux que des œuvres réalisées dans des disciplines artistiques consacrées. Pour comprendre comment ces femmes en arrivent là, il faut d'abord savoir d'où proviennent les matériaux utilisés pour les patchwork.
Leur origine s'accorde bien avec le caractère familial et communautaire de cette activité. La plupart du temps, les couseuses de kilt utilisent des chutes de tissu récupérées après d'autres travaux de couture. Maman garde les restes de tissu chaque fois qu'elle me faisait une robe. Quand j'ai grandi, elle me les a donnés pour faire un kilt. De son temps, on fabriquait tous les patchwork avec des restes et on utilisait souvent de vieilles couvertures ou des kilts usés pour la doublure. On ne jetait jamais un bout de tissu. On les utilisait et les réutilisait jusqu'à l'usure complète. L'économie protège du besoin, comme on dit. Ces restes ne sont pas utilisés n'importe comment. C'est dans cette pièce que je garde mes tissus. Je mets dans des sacs tous les bouts de tissu qui pourront me servir. Et quand j'en ai assez, je commence à les trier. Après, je les mets dans ces boîtes, un peu comme des archives. Sur chaque boîte, je colle une étiquette et je note la couleur des tissus. Ou alors, j'écris carreaux, rayures ou la forme des motifs si les morceaux sont déjà découpés. Ça, c'est pour les ombres et les lumières du log cabine. Je n'ai presque plus de couleurs claires, mais j'ai plein de couleurs foncées. Je suis à l'affût des clairs, je suis toujours quelle nuance ira pour ce que je veux faire. Je n'achète jamais de tissu exprès pour mes kilts et n'aime pas demander aux autres. Ça me fait plaisir de penser que je suis capable de me débrouiller toute seule. À entendre les couseuses de kilts, on n'imaginerait guère la complexité des résultats qu'elles obtiennent. On a l'impression en voyant leur kilt qu'elles maîtrisent parfaitement les effets esthétiques, les couleurs et les motifs. Selon toute vraisemblance, elles perçoivent très bien les différences de qualité dans le travail sur les motifs, mais elles ne parviennent pas à les analyser, faute de concepts adéquats. Elles peuvent décrire la façon dont elles trient les bouts de tissu, elles évoquent des effets visuels, on dirait un casse-tête chinois, ou des procédés. Si on met des triangles foncés à côté de ces losanges, ils tranchent sur le fond. Elles reconnaissent aussi l'originalité et lui accordent une grande valeur. J'aime essayer des assortiments de couleurs qu'on n'a jamais vus. Mais elles ne disposent pas, pour parler entre elles, de leur travail d'un langage autorisant l'abstraction et la généralisation, comme le font les formulations esthétiques et critiques et qui facilitent les échanges entre les artistes professionnels par-delà le temps et l'espace. On remarquera au passage que les francs-tireurs, s'ils contestent les normes du monde de l'art, n'en utilisent pas moins son vocabulaire critique et esthétique, ce qui leur permet de communiquer entre eux aussi bien qu'avec les membres du monde de l'art.